Chatty à la menthe, le podcast. Chatty à la menthe. Bienvenue sur Chatty à la menthe, le podcast où les voix se rencontrent et où les idées infusent. Moi, c'est Mélanie, formatrice passionnée au parcours atypique et créatrice d'infusions éducatives. Et si on échangeait autour d'un thé ? Chatty à la menthe. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a pas des choses à dire. Ce n'est pas parce qu'on n'oralise pas que la communication n'existe pas. Alors quand la parole est difficile ou absente, comment fait-on pour communiquer autrement ? Aujourd'hui, nous allons parler de handicap de communication, plus particulièrement de solutions, de droits et de possibilités. Je vous propose de découvrir la CAA, communication alternative améliorée. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir une experte dans le domaine, Mathilde Sukmela. Bonjour Mathilde. Bonjour Mélanie. Tu es professeure de lettres de formation Oui. et formatrice en CAA, spécialisée et certifiée dans le POD. Et je te laisse si tu as des choses supplémentaires à dire sur ton parcours. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Alors effectivement, Mathilde Sukmela, je suis enseignante de formation. J'ai pas travaillé très longtemps dans l'éducation nationale, mais c'était un métier qui me plaisait beaucoup sur l'aspect de la pédagogie, du partage et de la diffusion des informations. Et en fait, dans mon parcours de vie personnelle, on a, avec mon mari, on a 3 enfants, 3 garçons. Ouais. Et je suis maman mon fils aîné, Jonas, qui a été diagnostiqué avec un handicap complexe, rare, qui s'appelle le syndrome d'Angelman. Et du coup, ça a un petit peu stoppé ma carrière dans l'éducation nationale, dans le sens, enfin, ça a été un choix aussi, d'accompagner mon fils dans sa vie de tous les jours et dans c'est son développement aussi qui allait être atypique. Ouais. Et quand on a eu le diagnostic, il se trouve que c'est un syndrome où il n'y a pas du tout de langage oral. Donc il ne peut pas parler. Aujourd'hui, il a 19 ans. Hein. C'est un parcours constant depuis ce diagnostic, du coup, de m'être plongée. Alors moi, comme j'étais prof de lettres, c'est vrai que le langage, c'était hyper important pour moi. Et je me suis dit, OK, s'il ne peut pas marcher, il aura un fauteuil. Mais s'il ne peut pas parler, comment on va faire ? Exactement. Et du coup, j'ai commencé à explorer un petit peu toutes les possibilités. À l'époque où j'ai eu le diagnostic, il y avait des grands outils comme le PECS, le Macathon, qui sont des choses assez connues aujourd'hui, mais il n'y avait pas autant d'options qu'aujourd'hui, par exemple. Donc le démarrage, si tu veux, de mon arrivée dans la CA, ça a été d'abord par rapport à ton histoire de vie personnelle. Et puis je me suis vraiment passionnée en fait pour ce domaine. Je me suis beaucoup formée au début en France, et puis après je suis partie un peu voir ce qui se passait ailleurs, parce que j'avais envie d'explorer, et tout ça c'est tellement riche aussi. Oui. Et puis c'est vrai qu'on est quand même, alors on rattrape un petit peu notre retard, mais malgré tout on reste encore un petit peu à la traîne en France, et du coup d'aller découvrir ce qui se faisait ailleurs, ça a été vraiment un enrichissement très fort. Donc voilà, je suis allée aux États-Unis, au Canada, tous les pays d'Europe du Nord, je pense que j'y suis passée pour faire des formations, et je me suis spécialisée, c'est vrai, dans le POD. Alors, on reviendra un peu plus tard sur le POD et sur le détail de ce qu'est la CAA. Mais avant ça, comme tu peux voir, tu as du thé, je t'en prie. Je te sers avec une plaisir. Petite tasse. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, tu as du sucre aussi. Je ne sais pas si tu le bois avec du sucre. Et tu peux te servir en menthe fraîche. Wow. Donc, tu disais que tu t'es formée à l'étranger. Et tu parlais aussi de langage et communication. C'est vrai que parfois, on fait un petit peu l'amalgame entre les deux. Tout à fait. Avant d'aller plus loin, tu peux nous dire déjà s'il y a une différence entre le langage et la communication et ta définition des deux. Ouais, et j'ajouterais même une troisième notion. Vas-y. C'est communication, langage et parole. Exactement. Donc tout ça, c'est un petit peu pas toujours très clair en tout cas dans le langage courant. Parfois on utilise l'un pour l'autre. Donc si je clarifie un petit peu, si j'essaie de clarifier un petit peu, d'expliquer ça, la communication, c'est le fait de faire passer un message. D'accord, c'est simplement un échange d'un émetteur à un récepteur, et il y a ce message. Pour faire passer ce message, je vais utiliser du langage. D'accord, donc un système de symboles, des mots, et ce système de symboles, ce système sémantique, il faut qu'on le partage, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes mes symboles, les mots que j'utilise, il faut que tu en comprennes le sens
pour que le message y passe. Je vais simplifier un petit peu, mais si par exemple, je prépare un beau bouquet et puis j'utilise le langage des fleurs pour le préparer avec un petit message derrière. Je te l'offre et si toi tu maîtrises pas le langage des fleurs, tu vas pas forcément comprendre le message. Je vais pas décoder ton message. Voilà. Donc tu vois, le langage, c'est vraiment ce code sémantique qu'on utilise et qu'il faut qu'on partage pour se faire comprendre. Et ça, c'est le langage. Et notre langage, il est dans la tête. Et la parole, c'est la forme articulée du langage. C'est-à-dire, c'est ce qui sort de notre bouche pour faire, passer ce code. Et du coup, selon les personnes qui vont avoir des handicaps de communication, c'est un peu large comme terme, elles peuvent avoir parfois un handicap juste sur le plan de la parole, de l'aspect moteur, en fait, des sons de la parole qui peuvent être impactés. Ça peut être des défis au niveau du langage, au niveau du code sémantique, des difficultés à comprendre le langage ou à exprimer le langage. Et puis, ça peut être aussi des problématiques parfois de communication. Donc, tu peux avoir des personnes qui vont oraliser, qui vont utiliser cette parole, mais qui ne savent pas forcément comment utiliser ces mots pour faire passer un message avec des codes sociaux. D'accord. Donc, voilà, il y a cet aspect communication qui chapeaute un petit peu tout. À l'intérieur, on utilise du langage avec une langue, une modalité aussi qui peut varier. On peut avoir un langage visuel, un langage oral. J'allais te dire, est-ce que le langage, du coup, c'est exclusivement oral? Non, pas du tout. Et il y a différentes langues d'ailleurs. Par exemple, la LSF, c'est une langue, c'est donc un code. Et la LSF, c'est un code visuel, ou gestuel. Exactement. Et dans la communication, est-ce qu'on peut aussi insister sur le fait qu'il y a vraiment une relation et un rapport à l'autre aussi? Oui, avec des codes sociaux. Et alors, ce qui est important dans la communication aussi, c'est une situation dans un environnement donné. Donc parfois, c'est l'environnement qui nous met en difficulté sur le plan de la communication. Si par exemple, on se retrouve demain en Chine et que moi, je ne parle pas un mot de chinois, je vais me retrouver en situation de handicap de communication. Non pas parce que j'ai pas un code et pas accès au langage, mais j'ai pas accès déjà au code chinois par exemple, tous les codes à la sociaux. langue. Et puis aussi les codes sociaux, c'est vrai que c'est plus large que ça. Donc ça reste quand même assez complexe. Et dans tout ça, la CAA, déjà, qu'est-ce que c'est? On a alternative, améliorer, ces deux termes, qu'est-ce qu'ils signifient? Alors CAA, c'est un ensemble d'outils et de stratégies matérielles et aussi humaines. D'accord? Il ne faut pas qu'on pense que c'est que des outils, des classeurs ou des... Voilà, il n'y a pas qu'une... C'est vraiment un ensemble de solutions qui vont nous permettre de compenser ces défis de communication ou ces défis d'accès à la compréhension ou au langage ou ces défis liés à la parole. Donc c'est vraiment un ensemble de solutions et parfois c'est nous aussi qui devons adapter nos postures pour faciliter la communication de ces personnes. Donc on fait partie des solutions de CAA et effectivement tu as raison, il y a 2 A. Donc c'est communication alternative quand ça va remplacer la parole. D'accord, quand ça prend la place de cette oralisation qui est absente ou qui est vraiment très, très défaillante. Et le deuxième A, donc communication alternative et ou améliorer. Donc le améliorer, des fois on entend aussi augmenter ou augmentative. J'ai vu ça aussi. C'est pour les personnes qui vont utiliser la CA, mais en plus de peut-être leur oralisation qui peut être, je sais pas moi, par exemple une personne peut à la maison arriver à échanger avec sa famille proche et à se faire comprendre par des sons qui sont peut-être approximatifs mais que la famille est habituée, elle va décoder. Et à l'extérieur de la maison, par contre, ils vont avoir besoin de solutions pour se faire comprendre d'autres personnes que les parents, par exemple. Ou alors, on a aussi des situations, des fois, des personnes qui vont avoir des mutismes sélectifs ou ça veut dire qu'elles peuvent pas forcément mobiliser leurs paroles dans certains contextes ou avec certaines personnes parce qu'il y a de l'anxiété très forte. Ou, voilà. Par exemple, des personnes autistes qui peuvent avoir du mal à mobiliser leurs paroles dans certains contextes et puis qui vont avoir du coup besoin de CA, mais par moment, pas tout le temps. D'accord. Voilà, donc si je comprends bien ce que tu expliques, alternative, c'est lorsqu'il n'y a pas d'oralisation. Et que ça remplace. Et ça remplace l'oralisation. Et améliorer, c'est l'oral est là, mais ça vient en soutien, en renfort. En complément. En complément. Elle s'adresse à qui, la CA ? Alors, à un très large public, vraiment. Il y a des âges très, très variés. Ça va aller du très, très jeune enfant jusqu'à la personne vieillissante. D'accord. Et puis, plein de types de difficultés qui peuvent amener à avoir besoin de CA. Donc, ça peut être, je sais pas, un handicap de naissance. Ça peut être aussi un handicap acquis, un accident de la vie qui fait que on a besoin ensuite d'avoir une compensation par ces outils-là pour mieux communiquer. Par exemple, je sais pas, des personnes qui seraient cérébro-lésées, par exemple, suite à un accident, ou
des personnes qui feraient un AVC, Oui. qui peut ensuite avoir des répercussions sur le plan soit du langage Cérébral. et de l'oralisation ou au niveau aussi du langage. Ouais. Oui. Donc ça peut être, je sais pas, des handicaps aussi, enfin des maladies, par exemple neurodégénératives, une maladie de Parkinson, des dysarthries qui peuvent être présentes et il peut y avoir une dégradation aussi, des pertes d'acquis. Donc des fois ça va être dès le plus jeune âge on en a besoin et puis parfois ça va être aussi au cours de la vie. Voilà. Oui. Suite à voilà comme répercussion, je dirais, d'accidents de la vie ou de handicap plus tardif. Oui, bon, merci pour ces informations. Tu parlais du Macathon. Donc le Macathon fait partie de la CAA et j'imagine qu'il existe plusieurs types de CAA. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes combien il en existe et quels sont les supports qu'on trouve dans chacune des catégories? Ouais. Alors c'est vrai qu'il existe plein de solutions. Donc je vais pas toutes te les énumérer, mais je peux peut-être te présenter les choses par. Moi j'aime bien ranger en famille en fait, voilà. Un petit peu. Donc la CAA déjà de façon assez classique, on distingue deux grandes familles. La CAA qu'on appelle les outils qu'on appelle non assistés. La CAA non assistée, c'est un peu bizarre comme terme, mais ça veut dire simplement que c'est des outils de communication sans matériel. D'accord. Sans matériel spécifique. Déjà, notre corps, il nous permet de communiquer. Donc, tu vois, quand je fais des signes Macathon, par exemple gâteau, je communique déjà un mot par mon corps. J'ai pas besoin de matériel spécial, tu vois. Donc ça, c'est tout ce qui est vocalisation, tout ce qui est utilisation du regard, des gestes, le langage naturel de notre corps, il est déjà efficace. Donc on va pouvoir ranger ça dans la famille de la CA non assistée. Et après, tu as une autre grande famille, c'est la CA assistée de matériel, du coup. Et là, il y a plusieurs types de matériel. Tu vas avoir des sous-familles. Oui. Le matériel plutôt qu'on appelle non électronique, ou des fois on entend basse technologie, c'est-à-dire tout ce qui est papier, juste imprimé, ou même un stylo, un crayon, ou un alphabet imprimé sur une feuille. Ça déjà, ça peut me permettre aussi de communiquer. Donc ça peut être des choses très très basiques, de picto, mais ça peut aller jusqu'à des classeurs qui sont presque une langue à part entière. Comme ce que j'ai amené là, un classeur POD par exemple, c'est de la basse technologie. Assisté, basse technologie. Exactement. D'accord. Et après, tu as la moyenne technologie, donc ça va être des choses un petit peu... donc il y a une sortie vocale, ça parle. C'est par exemple des boutons enregistreurs, tu appuies dessus et puis tu peux enregistrer un message. Alors souvent, c'est enregistré à la voix humaine, donc c'est pas hyper qualitatif. Mais ça peut être, je sais pas, on peut imaginer quelqu'un qui voudrait prendre le bus et puis tous les jours, tous les jours, une fois par semaine, j'en sais rien, il va avoir son petit bouton prêt à être utilisé. Bonjour, j'aimerais un ticket, s'il vous plaît. Et puis, il va pouvoir demander, par exemple, son ticket de bus. Tu vois. Donc, ça peut être des petits outils comme ça de soutien, ponctuellement, en fonction des objectifs, en fait, de ce que tu as besoin de faire passer comme message. Parfois, on va avoir des petites choses comme ça. Et puis après, il y a la haute technologie. Donc là, c'est encore une sous-famille assez, qui prend pas mal de place, qui est très séduisante pour les familles, les professionnels. On se dit, le high-tech, c'est l'avenir, quoi. En fait, nous, on essaye de ne pas mettre de hiérarchie. C'est important. Toutes ces solutions, elles ont toutes leurs valeurs. Bien sûr. Elles sont intéressantes et elles ne vont pas répondre aux mêmes objectifs. Et c'est vrai que il y a des choses qui coûtent très 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 cher, qui sont absolument fabuleuses, mais des fois il y a des choses qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont efficaces. Bien sûr. Donc on essaye d'avoir cette approche qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire qu'on va chercher plusieurs modalités. Et en fait, on a une boîte à outils quand on est avec ces personnes-là. On travaille toujours avec notre boîte à outils et pas une seule. Il n'y a pas un outil magique, si tu veux, qui conviendrait à tout le monde. Puisque on s'adapte au profil de chaque personne. Exactement, à ses difficultés. Tu vas avoir des personnes qui ont des difficultés de communication uniquement, aucun problème moteur, aucun problème visuel, aucun problème auditif. Mais on peut aussi avoir d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés sur le plan moteur, qui peuvent pas utiliser leurs mains par exemple, qui voient pas grand-chose ou qui voient un petit peu ou qui Il y a plein d'aspects qui vont impacter aussi. Qu'est-ce qu'on va choisir le choix de l'outil. Exactement. Donc alors, du coup, la CA, elle est multimodale. Elle est aussi multisensorielle parce que tu parlais de toucher, il y a aussi le côté auditif, visuel, et entre 4 grandes familles, on va dire, qui se valent toutes sans aucune hiérarchie. C'est ça. Ça, c'est on fait très pas les important. Mêmes choses avec, mais elles sont toutes à respecter en fait. Parce que regarde, toi et moi, on communique par notre parole, mais on utilise nos mains, notre corps, notre gestuelle. En fait, des fois on écrit, des fois on envoie des textos. Je veux dire, on communique tous de tout le non-verbal aussi. Oui, le non-verbal aussi.
On communique tous et toutes de façon multimodale aussi. Donc, il n'y a pas de raison que ces personnes-là, elles n'aient pas accès à plein de solutions. Oui. Et donc, tu parlais, là, je vais rebondir sur ce que tu dis. Tu dis, il n'y a pas de raison que ces personnes n'aient pas accès à toutes ces fonctions. Et la CAA, elle a été vraiment reconnue comme, j'ai vu qu'en 2025, il y a une loi qui est passée. Dis-moi si tu as vu ça. La communication est devenue... est un droit fondamental et humain. Donc, la loi qui est passée, elle a pour but de rendre obligatoire l'utilisation de la CAA dans toutes les structures médico-sociales. Et avec l'objectif, c'est que d'ici 2027, tout le monde soit, je vais reprendre capable pour faire un clin d'œil avec ta formation, mais d'utiliser ce canal-là de communication. Donc, je trouve ça top. Et ça progresse, ça avance. On avance, vraiment. Heureusement. Il était temps aussi. Hein. Mais oui. Mais oui, effectivement, en fin juin, début juillet 2025, on a eu une instruction qui a été publiée, une instruction officielle qui va rendre obligatoire cette CAA donc, dans les établissements médico-sociaux, mais aussi le but c'est d'aller quand même vers le droit commun aussi, pas que pour le médico-social, mais aussi d'aller sensibiliser dans les institutions administratives, dans la dans société, les écoles, dans la société de façon plus large. On a cet appel vers une reconnaissance de la CAA et l'utilisation de ces ressources. Et effectivement, ça correspond à une mise en accessibilité, en fait. Exactement. Quand on dit accessibilité, on pensait beaucoup les ascenseurs, les rampes, etc. Mais en fait, c'est pas que ça. Et aujourd'hui, on essaie d'aller vers ces démarches-là. Alors, ce qui est un petit peu malheureux, c'est qu'on est obligé de les rendre obligatoires pour que ça se fasse. Oui, malheureusement. Mais voilà, c'est un petit peu... on sait qu'il faut aussi avoir cet aspect-là légal aussi qui va nous aider. Il faut savoir que c'était quand même déjà inscrit dans plusieurs... dans la Convention des Nations Unies. Exactement. La Convention, j'ai vu aussi. Qui a été ratifiée par la France. Donc, c'est des choses qui étaient déjà présentes. Il y avait déjà un droit opposable, mais voilà, maintenant on a des choses qui avancent aussi sur le plan national et c'est positif. Et là, tu nous as ramené des supports. Dis-moi si je me trompe, il s'agit du POD. Alors, il y a un classeur POD, oui, puisque c'est un outil sur lequel je forme beaucoup. Alors, je ne forme pas que à ça, parce que moi, je suis vraiment en tant que professionnelle de la CA aujourd'hui, parce que voilà, j'ai un organisme de formation aussi depuis 10 ans et je forme bien sûr au POD. C'est ce qui m'a amenée à la CA, mais je forme à d'autres solutions, donc je suis pas une ayatollah. Mais c'est vrai que je le porte un peu dans mon cœur parce que je l'utilise tous les jours avec mon fils. Donc c'est vrai que il a fait ses preuves. Et il a fait ses preuves. C'est un outil qui est ancien. Effectivement, il date des années 90. Ça arrive d'Australie en fait. Donc j'ai amené un exemple de ce classeur. Il y en aurait plein d'autres parce qu'en fait des pods, on en a des dizaines. C'est évolutif. C'est évolutif et puis ça peut s'adapter à des profils très variés. Donc de personnes, par exemple, j'aurais pu t'en amener d'autres, mais par exemple, il y a des pods où il y a un trou au milieu, en fait. Et en fait, c'est pour les personnes qui peuvent que utiliser leurs yeux pour pointer. T'as des déjà, je te coupe parce qu'il y a du vocabulaire technique. Il y a pointer. Je vois des pictogrammes. Donc, lorsqu'on n'est pas initié, il y a pas mal de vocabulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Le pod, le vocabulaire qu'il y a autour. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais en plus, j'ai vraiment à cœur de démocratiser ça un petit peu, de le rendre accessible. Alors c'est vrai qu'après, quand on est dans le milieu, on se rend même plus compte qu'on utilise ce petit jargon de la CA. Donc c'est important c'est au cœur de nos missions de rendre la communication accessible. Donc la compréhension de toutes et tous. Donc il n'y a aucun problème. Et arrête-moi si je je te donne la parole, je t'arrête pas parce que ton engagement, j'adore. Mais je voudrais que ce soit accessible à tous, qu'on comprenne ce vocabulaire. Il y a aussi la modélisation qui rentre avec la CAA, très important. Et j'aimerais qu'on puisse y avoir accès. Je t'en prie. Effectivement, tu vois, par exemple, le POD, c'est un ensemble de classeurs. Il y a plein de classeurs papier, mais aussi c'est sur tablette, d'accord, sur des tablettes numériques. Et en fait, on a des petites images qu'on appelle des pictogrammes parce que c'est des symboles graphiques. D'accord, c'est des symboles, c'est des mots dessinés en fait. Et un picto, il y a une règle d'or absolue en CAA, c'est que un picto, il est jamais tout seul, il doit toujours être accompagné du mot écrit. Parce qu'en fait, justement comme c'est un symbole, si je te mettais pas le mot écrit au-dessus du symbole, tu saurais pas toi forcément ce que ça veut dire. Et c'est pour les partenaires de communication pour que tout le monde mette le même sens sur le même picto. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une règle. Donc absolue. partenaire, moins important aussi. Partenaire de communication. Donc,
Donc ces petites images, en fait, si tu veux, elles vont être à disposition de la personne qui a un handicap de communication. Oui. Mais pour qu'elle apprenne à utiliser ces petites images pour communiquer, la communication, c'est toujours à deux. On a dit au début, c'est un émetteur qui fait passer un message à quelqu'un, à un récepteur. Oui. Et donc le récepteur et l'émetteur, on est des partenaires de communication. Oui. On se fait passer des messages. Et en fait, dans la CAA, le partenaire de communication de la personne en situation de handicap, il est tout aussi important pour que ça marche. Et c'est là qu'on va commencer à se dire, mais ok, ce partenaire, du coup, il faut peut-être le former, il faut peut-être l'accompagner, le sensibiliser. Oui. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, nous, en tant que formateurs, par exemple, mais aussi, par exemple, cette instruction-là, elle veut aussi aller toucher le maximum de personnes et elle souligne l'importance d'aller former les partenaires pour que ça marche, parce que ça ne va pas que dans un sens. Bien nous sûr. aussi, on a notre part, en fait à faire dans la mise en accessibilité. Et donc, une de nos grandes missions en tant que partenaire, ça va être d'apprendre à utiliser les outils. Parce que on n'est pas préparé aussi, c'est un apprentissage, on apprend la CAA. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est pas naturellement, on n'a pas appris quand on était petit à communiquer avec ces façons-là. Oui. Alors aujourd'hui, tu sais, il y a des crèches, par exemple, où on fait du bébé signe, des petites choses comme ça. Ça s'est un petit peu démocratisé et ça peut paraître intéressant de signer avec son jeune enfant, même sans handicap, pour qu'il commence à communiquer avant de savoir parler, parce qu'en fait, nos mains, elles sont matures avant nos organes phonatoires. Donc ça se fait, mais bon, spontanément, on va pas leur mettre en place des outils pictographiques comme ça, parce que c'est pas quelque chose de c'est un peu réservé encore au milieu spécialisé. Oui, tu vois, c'est encore cloisonné. Donc on va dire. c'est vrai que nous parents, moi quand j'ai eu le diagnostic, je connaissais même pas la CA. Donc j'ai découvert ça et j'ai dû apprendre à faire aussi avec Jonas et à développer mes compétences de partenaire. Et c'est pas forcément facile, ça demande d'être accompagné. Alors il y a des parents qui plus facilement vont rentrer dans l'utilisation, puis d'autres pour qui c'est pas aisé. Donc moi ça fait vraiment partie des choses qui me sont chères, parce que je suis maman aussi et je sais que c'est, par exemple, mes autres enfants, ils ont aussi appris à être des partenaires de communication, à utiliser ces outils. C'est très intéressant ce que tu dis. Il y a tout un bain de langage. C'est ça. Autour de la CA, autour de l'outil, il faut que la personne soit vraiment dans un environnement propice à développer cette communication. Donc tu vois, le rôle qu'on a à jouer, nous parents, mais aussi les frères et sœurs, les enseignants, les équipes autour de les équipes plus spécialisées. En fait, mais ça peut être le boulanger du coin, ça peut être tout le monde qui va être amené finalement à un moment donné. Quand je vois la journée de Jonas, par exemple, il va être amené à rencontrer plein de monde. Ça va être des partenaires potentiels. Certains sont assez ouverts, vont aller facilement vers son outil. D'autres connaissent pas du tout. Ils se demandent déjà il y a l'acceptation du handicap, le regard sur le handicap. Mais par contre, on a quand même des belles surprises, je trouve. Par exemple, dans le parcours de Jonas, toujours avoir eu des rencontres aussi soit d'enfants, soit de jeunes qui étaient avec lui à l'école et qui ont toujours été très intéressés par ces petites images et qui avaient très envie aussi de découvrir ça. Ça, c'est cool parce que ça peut attirer, le côté visuel attire et la communication, l'échange est facilité. Nous, on l'a vécu comme un facteur aussi d'inclusion de Jonas. Vraiment, à l'école, ça a pu aider. Et puis après, c'était parfois plus simple avec les jeunes qu'avec, par contre, les adultes. Les adultes, parfois c'est plus dur. Ils se disent, mais pourquoi moi, je dois faire l'effort d'utiliser ça? Jonas, je le comprends. Et en fait, nous, on a notre part. Et tout à l'heure, tu as cité un mot, la modélisation. Donc, ça, c'est un mot un peu technique aussi qu'on utilise, mais en fait, ça veut simplement dire que nous, les partenaires, pour que nos enfants, que les personnes qu'on accompagne, elles apprennent à parler avec ça, il faut qu'on leur donne un modèle et qu'on leur montre comment ça marche, en fait. Donc, on va parler nous-mêmes avec les outils, si tu veux. Donc, on oralise, on pointe en même temps. Et on pointe. Exactement. Donc, on va pointer avec notre doigt, le picto, l'image. On va pointer en même temps qu'on dit le mot oralement. On ne s'arrête jamais de parler, parce qu'on leur parle à ces personnes. Même si elles ne peuvent pas parler en retour, nous, on leur parle. Mais on va venir appuyer notre langage oral de la langue qu'on aimerait bien qu'elles apprennent. Donc, ça peut être des pictos, ça peut être des signes, ça peut être d'autres stratégies aussi, des tablettes.
Mais ce principe-là de la modélisation, il est vraiment hyper important. Et moi, c'est vrai que quand j'ai démarré dans la CA, on ne nous en parlait pas du tout en 2009. C'était pas du tout un terme qui était utilisé. Et quand je suis allée me former à l'étranger, que j'ai découvert cette approche-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Parce que moi, en tant que prof de lettres, justement, si je reviens un peu en arrière, j'avais cette notion de bain de langage. Comment on développe le langage. Moi, je te l'ai dit automatiquement aussi en étant dans l'enseignement, la formation. Ouais. On sait que c'est important, ce bain de langage. Bien sûr. Et plus meilleure la qualité du bain de langage est, meilleurs seront les résultats aussi chez les personnes qui baignent. Donc ça, c'est pareil en CA. En fait, on a un peu les mêmes principes de développement du langage en CA que chez l'enfant qui va parler. Donc le code est différent. C'est juste le code. Et le partenaire de communication est très important dans cet échange-là. Est-ce qu'il y a, ça peut paraître un peu binaire, mais est-ce qu'il y a des choses à faire en tant que partenaire de communication quand on débute, quand on apprend, et à ne pas faire? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Oui, il y a plein de choses. Alors, j'aurais une réponse tellement complète que je vais essayer d'être synthétique. Mais oui, il y a des choses à faire. C'est déjà que nous, on soit partie prenante, on apprenne à modéliser. Ça va nous demander un effort au début. Donc, il faut qu'on accepte aussi que ce soit pas parfait tout de suite, mais que ça se fasse, que ce soit un process, en fait, et qu'on puisse accompagner au mieux nos enfants. C'est toute une démarche. C'est une vraie démarche. Une vraie démarche. On parle beaucoup de la démarche de CA, c'est vraiment une implication et ça prend du temps. Donc, il va falloir aussi accepter que ça prend du temps. C'est pas magique, c'est pas des baguettes magiques. J'aimerais bien, mais malheureusement... Mais c'est bien que tu le dises, parce qu'on a tendance des fois à se dire j'ai un outil, allez, ça va fonctionner. Et c'est la même chose pour tout le monde, comme tu disais, chaque profil a son outil. Donc il faut essayer. Et ça prendra pas le même temps pour une personne et pour une autre selon ses défis. Par exemple, Jonas, il a un handicap complexe avec des défis aussi cognitifs, sensoriels. Ça rajoute des difficultés bien sûr sur le chemin, mais en même temps il peut aussi on a toute notre vie finalement pour avancer avec lui, donc on n'a pas la pression de réussir le bac à 18 ans quoi. Nous on peut vraiment se permettre de prendre ce temps-là et de l'accompagner au mieux, et je sais pas jusqu'où il ira, mais ce que je sais c'est que nous ça fait 13-14 ans qu'on fait du pod déjà, et non mais c'est oui mais en même temps je suis heureuse aujourd'hui de voir qu'en fait dans toutes ces années comme on n'a pas lâché, alors je dis pas qu'on a été parfait, pas du tout, parce que mais tu l'as bien dit, c'est parfait, c'est pas perfectible, mais on apprend, on avance et il faut accepter et être aussi sympa avec soi-même, de se dire que ça va peut-être pas, on a tous des vies bien chargées. Moi j'avais 2 autres enfants à la maison aussi, on travaille avec mon mari tous les 2, donc on est bien occupés, et c'est sûr que je pourrais modéliser peut-être encore plus que ce que je l'ai fait, mais faut accepter que ça va prendre du temps, qu'on va faire avec les moyens qu'on a. Moi j'aurais envie dans les conseils aussi de dire ne restez pas tout seul il faut aller chercher des personnes qui peuvent nous aider, faut bien s'entourer, faut bien s'entourer, soit de professionnels spécialistes. Alors on n'en a pas toujours, c'est pas toujours facile à trouver. On sait qu'il y a quand même on a beaucoup de mal à trouver des orthophonistes aujourd'hui, il y a peu de très place. Difficile. Donc c'est sûr que ça rajoute des petits cailloux sur le chemin mais savoir s'entourer. Aujourd'hui on a aussi des associations, il y a plein de choses qui sont proposées aux familles autour de la CA. Il y a les réseaux sociaux aussi, il faut le dire quand même, c'est une mine d'or parfois. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai découvert aussi les outils, en voyant des parents américains sur les réseaux sociaux liés au syndrome d'Angelman qui avaient ces classeurs-là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas ça en France. Et en fait, il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas accès aux mêmes choses. Je veux dire, nos enfants, ils ne sont pas plus bêtes parce qu'ils sont Angelman en France que... Donc, il y avait vraiment ce regard, cette ouverture sur l'international aussi qui peut nous faire avancer, et sur les expériences d'autres parents, d'autres familles et de professionnels, bien sûr. Donc, bien s'entourer, persévérer, se dire que c'est un parcours aussi bien pour la personne que pour nous. Croire bien sûr. Alors ça, c'est le point clé. On va en parler plus tard aussi. Y croire, très important. Et aussi, quelque chose, moi, qui me tient à cœur, le fait de déculpabiliser. Alors, on culpabilise toutes et tous. Même moi, la première qui suis pourtant, je pense, ça a été le projet quand même de ma vie aussi, d'accompagner Jonas sur sa communication. Donc, je peux dire que je suis assez fière de ce qu'il fait aujourd'hui. Je suis fière de lui parce que,
il est rentré, alors très doucement, hein, mais aujourd'hui, c'est lui qui va chercher son pote, qui initie, pendant des années, c'est nous qui devions amener. Donc, je suis hyper fière de ça, mais voilà, c'est vrai que je culpabilise encore de me dire, si j'avais commencé plus tôt, si j'avais connu le pote plus tôt, avec des on pourrait en faire le monde. Ouais, donc il faut accepter que le meilleur moment pour s'y mettre, c'est maintenant. Ouais, très et important. que même si on a un peu tardé, qu'on connaissait pas, c'est pas grave, on s'y met, quoi. Et puis on essaye d'aller dans les... Et persévérer aussi. Parce que pour ma part... pas lâcher trop vite. Pour ma part, ma nièce, elle a le syndrome de Pitt-Hopkins. D'accord. Et la communication, l'oralisation, c'est très difficile en fait. Et après avoir suivi ta formation, on a essayé de mettre en place et tout ce parcours, il y a des moments vraiment où on lâche. Ce que tu nous partages avec ta propre expérience, mais ça nous donne envie de persévérer, l'espoir de se dire que le pod ou autre chose, ça devient vraiment la voix de l'enfant. C'est ça. Et il faut pas lâcher. Il faut vraiment pas lâcher. C'est vrai que ce qui est dur, c'est quand on a des enfants. Alors Pitt-Hopkins, c'est un peu comme le syndrome d'Angelman, c'est des syndromes complexes. Et en fait, ce qui est dur, c'est de se dire, ok, on n'a pas forcément de modèle non plus de qu'est-ce que ça peut donner. C'est quand même assez récent aussi. Donc nos enfants, enfin moi je sais que j'ai eu la chance de voir ces petits Américains là qui avaient ces outils, mais en fait en France, j'avais pas forcément l'idée qu'on pouvait proposer ça à nos enfants. Et de persévérer, c'est vrai que c'est pas évident parce que en plus on a des enfants qui parfois sont, je dis, il n'y a pas que la communication, quoi. T'as aussi l'épilepsie, les troubles alimentaires, les troubles du sommeil, les troubles X et Y qui s'ajoutent. Et je comprends que pour un parent ça puisse être une montagne en fait de faire tout ça. En plus, si on me dit qu'il faut que je parle toute la journée avec ces outils, il y a un moment donné, il faut aussi, c'est pour ça que on déculpabilise, on se dit on fait le maximum. Par contre, c'est vrai que si on arrive à se dire allez, je lâche pas, je fais un petit peu encore et je continue, parce que c'est que comme ça qu'on aura probablement des résultats aussi à terme. Et quand bien même les résultats, ils seraient pas... Ça aussi, c'est quelque chose, ils ne seront pas forcément extraordinaires. Moi, je vois Jonas, je te mentirais si je te disais qu'il fait des phrases complètes et des phrases de tous les jours. Non, il communique tous les jours. Oui. Mais il est beaucoup, mais il fait des petits messages, des fois de 1, 2, 3 mots-clés. Tu vois, il n'est pas encore dans une grammaire ou dans un... Mais en fait, je sais aussi que son handicap fait que ça va pas être... Mais déjà, quand il me dit des petites choses, moi, Alors, c'est accepté que ce chemin, il est différent de ses frères, par exemple, et que lui, voilà. Mais en même temps, quand je vois les efforts que ça lui demande et finalement, tout cet apprentissage qu'il a dû mobiliser et qu'il y arrive, je suis hyper fière de lui. C'est une très belle victoire. Et tout à l'heure, tu disais que tu regrettais un petit peu de ne pas avoir commencé plus tôt. Est-ce qu'il y a un âge... c'est peut-être la question paraît... il y a un âge pour commencer, début Alors, nous, en CA, on est très clair, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et c'est le bon moment, c'est maintenant. Donc, il n'est jamais trop tôt, mais il n'est jamais trop tard non plus. Des prérequis aussi? Il n'y a pas de prérequis non plus. Ça balaye un petit peu ce que nous, on appelle les mythes de la CA qui perdurent encore. Alors, dans les mythes, il y en a quelques-uns. C'est l'âge. Est-ce qu'il y aurait un âge? Non, il n'y a pas d'âge. Par contre, c'est vrai que, mettre en place la CA quand ils sont tout petits et mettre en place quand ils sont plus âgés, ados, adultes ou même personnes vieillissantes, ça ne demande pas forcément la même prise en main ou la même présentation, le même type d'outils même des fois. Donc bien sûr, il faut adapter, mais il n'y a pas d'âge. Après, dans les mythes, c'est jamais trop tard, ça c'est sûr. Il n'y a pas de prérequis, donc il n'y a pas de prérequis même cognitif ou sensorimoteur. En fait, le premier prérequis, il y en a un en fait. Le premier prérequis qu'on a, c'est que les partenaires communiquent avec cette personne. Donc tu vois, le prérequis, il n'est pas chez le jeune. Il est chez le partenaire de communication. Qui va devoir se dire, ok, si je ne m'y mets pas, il apprendra jamais en fait. C'est à moi de faire cette démarche. Mais il n'y a aucun prérequis. Et bien sûr qu'il y a des compétences par contre qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas de prérequis qu'on va pas travailler quand même des compétences particulières qui peuvent les aider à mieux communiquer. Je pense à un exemple, tu parlais du pointage tout à l'heure, ça veut dire, pendant longtemps on pensait qu'il fallait savoir pointer comme ça, avec son doigt, pour pouvoir désigner des photos, des images et des pictos, et on pensait que c'était un prérequis avant de mettre en place ce genre d'outils. Tu vois, parce que bien sûr, si tu sais pas faire ça, à quoi ça sert qu'on te mette un classeur? Sauf qu'en fait, le classeur, au début, il est pas pour le jeune, il est pour nous, pour qu'on lui parle, donc il a pas encore besoin de savoir pointer. Et peut-être que si on lui
lui met à disposition ce classeur, il va avoir envie aussi de dire des choses et commencer à les toucher. Et au début, il touchera peut-être pas tout de suite avec le doigt comme ça, il touchera peut-être avec la main entière. Donc, il faudra qu'on s'assure que nos pictos ne soient pas trop petits pour qu'ils puissent arriver à dire des choses, qui soient un peu intelligibles avec son pointage. Et puis par contre, dès qu'on peut travailler sur ce pointage digital, ça c'est génial parce que ça va l'aider. Et on va développer aussi tout ce qui est précision du détail. Ah oui. Donc ça c'est un travail à faire. Oui. Mais avant, on disait qu'il fallait le faire avant de mettre en place l'outil, en prérequis. Aujourd'hui, ce qu'on explique, c'est qu'on fait ça en parallèle. Ouais. Donc on fait un apprentissage en parallèle. Ouais. On met en place le code de communication comme une langue, on crée le bain de langage. Au début, c'est le partenaire qui doit bosser, qui parle avec. Et en fait, en parallèle, on essaie de développer un meilleur pointage. Bien sûr. On développe aussi l'attention conjointe, par exemple. On n'a pas besoin qu'elle soit là pour démarrer. On démarre quand on commence. Et après, dès qu'on a les outils. Alors, j'aimerais maintenant que tu nous parles de la formation. Très important de former les partenaires de communication. Toi, tu as ton organisme de formation qui s'appelle Capable. Dis-moi si je le prononce bien. Tu peux nous dire rapidement quelle formation tu proposes, à qui ça s'adresse et comment on peut y avoir accès? Alors effectivement, en 2015, j'ai créé un organisme qui s'appelle Capable avec 2 A, petit clin d'œil. Et puis parce que cette idée d'être, ils sont tous capables. Nous aussi, on peut être capable de se saisir de ces outils-là. Donc voilà, c'était un petit peu ça cette raison pour laquelle j'ai choisi le nom. Et donc, j'ai créé cet organisme pour partager au début vraiment aux autres, à partir de l'expérience que je pouvais avoir en tant que maman. Et puis, parce que j'avais fait beaucoup de formations, je me suis sentie aussi un petit peu plus légitime parce que, alors j'ai le syndrome de l'imposteur toujours, mais en fait, dans la CA, c'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme pour être formateur. On n'a pas encore de filière, par exemple, universitaire sur la CA. Donc, c'est des gens qui font des formations, ça peut être des orthophonistes souvent parce que c'est quand même leur cœur de métier de travailler sur le langage, mais pas toujours des orthophonistes. Ça peut être des ergots, ça peut être d'autres professions aussi, de gens qui vont se saisir de ces stratégies. Et donc, moi, je me suis beaucoup formée et du coup, j'avais très envie de transmettre ça. Toujours ma fibre aussi de prof qui revenait, l'envie de transmettre et d'expliquer parce qu'en 2015, on ne parlait pas encore beaucoup de modélisation. Il n'y avait pas d'outils qu'on appelle aussi linguistiquement robustes. Ça aussi, c'est un mot ça aussi, compliqué. C'est un autre mot. En fait, c'est des outils complets qui arrivent comme une langue en picto, une langue en image. Et en fait, il y en avait très peu. Donc, moi, j'ai pu amener le pod. Enfin, c'est pas moi qui l'ai amené toute seule dans le sens où je suis pas allée chercher en Australie. Je dis voilà ce qu'il y a. C'est un outil qui était diffusé à l'international, bien sûr. Donc, il y a une association qui s'appelle l'association Isaac qui a organisé les premières formations pod en France avec, à l'époque, une formatrice danoise qui venait apporter le contenu. Moi, j'avais pu traduire aussi ce que disait la danoise. C'était... Mais en fait, on avait l'objectif, tant pour l'association que pour celles qui participaient, c'était vraiment de faire connaître cet outil-là. Et puis, Gaëlle Porter, l'inventrice du pod, m'a confié la mission d'adapter, de traduire les ressources. Donc, au début, j'étais traductrice du pod. Et puis, j'ai créé cet organisme pour faire les formations pod. Aux parents, aux proches, aux professionnels. Voilà, c'est ça. Et du coup, je fais des formations donc, sur le pod. C'est vrai que Capable est connu pour ça. Alors, pendant 10 ans, j'étais toute seule à faire ça. Et puis, depuis l'année dernière, il y a maintenant des nouvelles formatrices pod qui ont rejoint l'équipe. Donc, on est 4 ou 5 à faire des formations pod maintenant en langue française. Et par contre, je ne forme pas que au pod. C'est-à-dire, l'organisme, il est aussi sur des formations sur la démarche de CA, donc de façon globale, qu'est-ce que c'est la CA. Et là, j'ai aussi des nouvelles collaboratrices qui m'aident un petit peu parce qu'il y a un fort besoin maintenant aussi. Donc, voilà, j'essaie de m'entourer de personnes qui ont cette même passion, cette même envie de transmettre. Donc, on forme au pod, à la CA en général, à d'autres outils. Je forme aussi, par exemple, à un outil qui s'appelle ProLoco2Go. Ça, c'est plutôt sur des tablettes, sur les iPads. Et puis, voilà, j'ai pas mal de petites choses. Et puis, je fais, à côté de ces formations, dans l'organisme, on a aussi développé donc, un outil... les cahiers. Les cahiers, on pourra peut-être en parler. Et puis, on fait plein de propositions. Moi, je sais pas, on fait des... Et pour se former, on te contacte via ton site internet? Comment on fait? Un site internet où il y a les propositions de formation. Donc, on fait des formations ouvertes à tout le monde. En présentiel? Souvent en présentiel, mais aussi en visio. Et puis, par exemple, on a une formation sur la modélisation.
Donc, Top. une journée, je l'ai faite jeudi, là, c'était très sympa. On avait un petit groupe de 12-13 et en fait, on était en visio et toute la journée, chacun est venu avec son outil. Donc, c'était pas que du pod, hein, c'est multi-outils, mais on s'est entraînés ensemble à Ça, c'est modéliser. important. Ouais. Ouais, Et c'est ça important. remotive. Il y avait Ouais. des mamans, par exemple, qui étaient là, qui avaient déjà fait des formations, mais ça les rebooste, ça les relance. Oui. Et là, je regardais une petite publication sur les réseaux sociaux d'une maman qui me disait ah, j'ai déjà mis en application ce qu'on a révisé jeudi. Ouais, Donc, c'est ça, super. c'est génial. Ah Quand oui, j'ai ces c'est retours-là, ça me fait vraiment plaisir. Et les cahiers? Ouais, les cahiers. Pardon, donc ça- je t'ai coupé, mais je veux tellement ouais, en parler. mais tu vois, C'est la autour des- nouveauté de l'année 2025, Ouais, hein, exactement. On a créé fin ça, d'année. ouais, en 2020, fin 2024 et 2025, on a sorti plusieurs cahiers. Donc ça, c'est des supports en fait. Alors, comment dire ça? Parce qu'on ne veut pas dire que c'est des cahiers d'activité, parce que Oui. sinon, ça réduirait un petit peu à l'idée que la CA, c'est une activité. Ouais. C'est pas une activité, la CA, hein. C'est une langue et c'est notre façon de communiquer pour tout dans la journée. Donc, par contre, c'est pas toujours facile pour des parents, pour des professionnels, de savoir comment utiliser cette CA, autour de quoi je peux l'utiliser. Alors, ça va bien de dire tous les jours un petit peu des choses Oui, avec, c'est oui. déjà essentiel, hein. Mais des fois, on a envie de se poser, de faire un peu plus, peut-être. Ça a même un côté Donc, ludique, je trouve, ouais. pour l'enfant. Ça Ouais. lui permet un petit peu de Exactement. sortir de ce côté usuel. Ouais. J'ai besoin de quelque chose, Voilà, j'utilise du le côté pod. fonctionnel. Fonctionnel, Ouais. voilà. Là, il va. Bah là, c'est exactement ça. C'est plutôt des propositions Oui. ludiques, éducatives aussi un Ouais. petit peu, parce qu'on apprend des choses dans nos cahiers. Et en fait, chaque page, si tu veux, c'est une proposition pour stimuler la communication. Donc ça va être des super. petits jeux, ça va être des petites découvertes, des fois c'est du dessin, des fois c'est un peu plus de réflexion. Il y a des thématiques Alors particulières. voilà, on a des cahiers thématiques. Donc Oui. on a eu le cahier de Noël, on a fait un cahier sur les musiques du monde. Ça c'était très sympa, avec beaucoup de liens, de QR codes. Donc le cahier nous permet aussi d'aller explorer, écouter des musiques, voir des petites vidéos. Donc multisensoriel C'est très, toujours. voilà, ça plaît c'est beaucoup. super. On a beaucoup de jeunes qui, on sait, hein, ils demandent d'aller flasher les QR codes et aller regarder. On essaie de faire des petits webinaires aussi pour se rencontrer entre utilisateurs. Oui. Et pour avoir des retours aussi, pour comment l'utiliser, comment l'adapter. Et après, les deux autres, c'était sur les vacances, on en a fait un. Ouais. Et le dernier qui est sorti, c'était sur Aventure en ville. Alors, c'est un peu bizarre comme thème, peut-être, mais en fait, on part à la découverte de la Mais ville. oui. Et on se balade en ville et on voit plein de choses. Tu vois, les fêtes foraines, les grands magasins, les lumières de la ville. Et en fait, on essaie de décliner comme ça des thèmes. Alors, c'est encore c'est un cahier qui n'est pas encore très connu. Mais on a un peu du mal à le faire connaître. Mais ça tombe bien que j'en parle je là, pense mais- que là, justement, il va se faire connaître. Tant mieux. Et en fait, c'est vraiment, la personne avec qui je l'ai créé, donc qui s'appelle Mathilde Merville, on est les deux Mathilde. Nous, on y croit fort parce qu'on est persuadé que ça peut vraiment répondre à des besoins et que, que c'est hyper enrichissant. Et en plus, on se régale à les construire toutes les deux. Mais voilà, c'est un petit peu difficile à faire connaître. Et puis bon, c'est sûr qu'il faut acheter le cahier. Donc c'est un investissement un petit supplémentaire. investissement, mais voilà. Mais tu dis, on y croit fort. Donc, je sais que si tu y crois, c'est que, mais vraiment, c'est que derrière, il y a quelque chose de super enrichissant pour l'enfant. Ouais. Et la croyance, je vais rebondir sur ça. L'effet Pygmalion, c'est vraiment central dans la démarche de la CAA. Ouais. Le fait de croire au potentiel de chacun. Ouais. Au quotidien, j'allais te demander comment cette présomption de compétences, on appelle ça, et de potentiel, comment elle se matérialise? Peut-être en rénovant, en proposant des supports ludiques aussi. C'est vrai que présumer du potentiel, on en parle beaucoup en CA. Ouais. Parce que avant, en fait, il y avait un modèle qui était plutôt le modèle de candidature. C'est-à-dire, on disait, avec l'idée des prérequis, là, on disait, lui, c'est un bon candidat pour la CA parce qu'il s'est pointé, parce qu'il regarde bien ce que je fais. Donc, il y avait un peu les candidats à la CA, et puis les autres, c'était pas forcément les bons candidats. Donc, on attendait soit qu'ils développent leurs prérequis, soit on leur proposait pas. Et tu as des fois des personnes dans des établissements spécialisés qui ont 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, et qui n'ont pas d'outils. Parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément démontré. Voilà. Et en fait, ils ont quand même, ils méritent tout autant d'avoir accès à ces outils-là et qu'on croit dans leur potentiel d'apprentissage. Donc, on est, si tu veux, dans les formations en CA et dans les bonnes pratiques, on sait qu'il faut arrêter avec le modèle de candidature.
Et on le remplace par un autre modèle qui s'appelle le modèle de participation. En fait, il faut qu'on arrive à se dire, ok, la personne, comment elle va pouvoir participer de la même manière qu'une personne du même âge pourrait participer? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle puisse participer? Et au lieu d'aller dire, elle n'a pas les prérequis, on va se dire, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il faut que je lui apporte pour soutenir son potentiel qui se manifeste finalement, ce potentiel. Parce que, alors du coup, on va plutôt créer des opportunités d'apprentissage. Sans opportunité d'apprentissage, comment tu veux qu'ils apprennent à utiliser et changer de regard aussi sur ces préjugés, des a priori. C'est vraiment à la personne, à l'accompagnant de changer son regard et créer des situations d'apprentissage adaptés à chacun d'entre eux. C'est plus à eux de s'adapter à l'environnement, en fait. C'est l'environnement qui s'adapte à eux. Ouais, c'est ça. C'est ce principe de l'inclusion. En fait, moi, je donne souvent l'image, soit du vélo. Pour apprendre à faire du vélo, il te faut un vélo, quoi. Tu peux travailler sur l'équilibre, bouger tes mais il faut jambes, quand même mais en fait, adapté. À un moment donné, il va falloir le vélo pour apprendre. Là, la CA, c'est pareil. Tant qu'on leur propose pas l'outil, on peut pas savoir. On peut pas savoir. Et après, même quand je leur propose, il faut croire dans leur potentiel d'apprentissage. Attention, ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni que tout le monde va pouvoir apprendre de la même manière. Il faut bien sûr être réaliste avec les défis qui se présentent et soutenir. Mais on va être plutôt à aller chercher les solutions. Tu vois, on est plutôt sur de la résolution de problèmes que sur le constat des déficits. Tu parlais d'inclusion, j'aimerais qu'on parle rapidement de la classe inclusive. On en entend beaucoup parler. La classe inclusive, déjà avec des apprenants avec des besoins de communication particuliers, spécifiques. Toi, quel conseil tu pourrais donner à un professeur un peu démuni, désemparé, qui souhaiterait mettre en place la CAA au sein de sa classe? Qu'est-ce que tu pourrais déjà, je peux comprendre que ça interroge d'avoir un élève qui ne parle pas. On va se dire, oh là là, mais est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il est sourd? Des fois, on a des raccourcis aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vraiment un élève? Est-ce qu'il a sa place dans ma classe? Parce que tu as vu, il ne parle même pas, quoi. Donc, déjà, il faut toujours se souvenir que le langage, c'est dans la tête, c'est pas visible. Et du coup, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il n'a pas quelque chose dans la tête. Très important. Donc ça, c'est pareil. Moi, je déteste le mot non-verbal. Parce que quand on dit qu'on est non-verbal, ça veut dire qu'on n'a pas accès au langage. Or, quand tu dis une personne elle est non-verbale, ça veut dire que tu présumes qu'il n'y a pas de langage dans sa tête. Rien d'autre. Donc, on va plutôt essayer de dire elle n'est pas oralisante, elle n'utilise pas la parole, parce qu'au moins, on laisse... ça, si tu veux, ça fige pas sur un profil. Bien sûr. Et du coup, en classe, c'est pas parce que l'élève ne parle pas qu'il n'y a pas quand même des choses qui se passent. Donc, il faut croire dans le potentiel aussi. Y croire, cet effet Pygmalion. On en parle beaucoup en psychologie, en éducation. Et j'ai envie de dire, il faut essayer des choses, mettre à disposition des outils sur une autre modalité que juste la parole. Puisque tu as des exemples d'outils qu'on pourrait mettre dans la classe? Ça pourrait déjà commencer par aménager la classe. Donc, on pourrait, par exemple, mettre des TLA. On appelle ça des TLA, c'est encore un mot compliqué. Des acronymes, tableaux de langage assisté, c'est-à-dire c'est des tableaux de communication, mais un peu spécifiques, qui vont permettre d'avoir une petite interaction, une petite discussion autour d'un sujet. Donc, par exemple, ou après, ça peut être un tableau de com un peu général sur les mots qu'on va utiliser le plus souvent dans la journée. Par exemple, sur mon site, moi, j'ai mis à disposition un TLA géant qu'on peut imprimer en grand poster, mais ça à côté du tableau. Et en fait, quand on va, donner des petites consignes ou dire c'est acquis, ou alors est-ce que tu as fini ton travail? Et ben en fait, on va pointer en même temps qu'on parle, mais sur notre affiche qui est déjà sur le mur de la classe. On n'a pas besoin d'aller chercher des outils supplémentaires. Donc, ça peut être avoir des petits tableaux de communication comme ça, des TLA. Ça peut être, par exemple, s'il y a un temps de jeu libre, par exemple, proposer une planche avec un tableau de choix. Des différentes activités que pourrait choisir l'élève. Et du coup, il va pouvoir, au lieu de dire ce qu'il veut faire, il va pouvoir désigner ou aller chercher. Donc, commencer par des TLA. Choses, On peut en trouver sur ton site, en télécharger. J'ai vu que tu avais fait des packs sur la thématique de l'école. Donc, c'est un bon départ. Et par exemple, Jonas, il a été en inclusion scolaire. Il a aussi eu un parcours avec des passages en Ulysse. Et son enseignant, il a toujours vu Jonas avec son pod. Et en fait, il a complètement intégré le pod dans sa classe. Ça, c'est donc top. C'est aussi la preuve que c'est possible
il faut juste accepter Oui. que c'est un petit peu différent. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que quand on commence à aménager l'environnement comme ça, on va se rendre compte, un peu dans le principe de l'accessibilité universelle ou de la conception universelle des apprentissages, on va se rendre compte que ça soulage aussi parfois d'autres élèves. Ouais. Le fait de montrer la consigne, je sais pas, d'utiliser des petites signalétiques ou des petits séquentiels. D'abord on fait ça, après on fait ça, et puis après ce sera la récré. Bah, si ça c'est visuel, ça va aider notre élève en situation de handicap de communication, mais ça va aider aussi les autres élèves. On a parlé dans les grandes lignes autour des thématiques centrales de la CAA. J'aimerais te proposer un petit jeu. Donc, tu vas voir ce panneau. Tu as d'un côté validé, ce qui veut dire validé, et d'un autre côté pas validé. Tu vas écouter un enregistrement audio, une voix, un avis, un ressenti autour de la CAA et de la communication. Et tu devras dire si tu valides ou si tu ne valides pas les propos et justifier, donner ton avis. On y va. Je te passe l'enregistrement. Hop. L'orthophoniste qui suit ma fille me parle de mettre en place avec elle un outil CAA numérique sur tablette. Je suis très hésitante, j'ai peur qu'elle devienne un peu accro aux écrans par la suite. Qu'en penses-tu? C'est pas facile là, de dire vert, rouge, validé. Ça peut être au milieu. Ouais, ça peut être au milieu. Je vais te dire pourquoi. La CA numérique, donc c'est vrai qu'il y a cette notion d'écran et ça peut faire peur. Moi, je vais être très claire sur le fait que la CA numérique, ça ne rentre pas dans le temps d'écran. C'est pas communiquer sur une tablette ou sur un téléphone, c'est pour communiquer, pour répondre à nos besoins de communication, à notre langue, à notre langage. Donc, c'est pas de l'exposition au temps d'écran. D'accord ? D'accord. Après, il y a quand même une différence aussi entre la modalité numérique et la modalité papier. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes choses, ça n'a pas les mêmes conséquences non plus. Et il y a des enfants, des ados, des adultes qui vont être assez sensibles à la modalité, c'est-à-dire si c'est sur un écran ou si c'est sur du papier. D'accord ? Donc, il n'y a pas en fait de... Enfin, moi, il faut toujours réfléchir aux besoins de cet enfant. Est-ce qu'on peut aller sur du numérique tout de suite ? Est-ce qu'il y a besoin peut-être de passer d'abord par du papier ? Donc la grosse différence entre papier et numérique, c'est que au niveau sensoriel, c'est pas la même expérience. Donc tu vas avoir parfois des personnes qui vont se stimuler beaucoup avec l'écran. Il y a des couleurs, il y a du son. Quand tu appuies sur les boutons, ça parle. Et il y en a qui vont tomber un petit peu dans une forme d'auto-stimulation aussi parfois, ou qui vont avoir du mal à gérer l'interface tactile parce que c'est pas forcément simple. D'appuyer sur des boutons, il faut déjà relâcher. Donc il y a des personnes qui vont faire glisser les doigts. Du coup, ça va faire n'importe quoi sur la tablette. Et en fait, si tu veux, après on a des petites stratégies. On a ce qu'on appelle des guides doigts. Donc c'est des plaques. Percées qu'on peut mettre sur l'écran pour aider. Mais pour certains, le fait que ce soit du papier, ça enlève toute cette stimulation trop importante. Merci. Je te fais écouter une dernière voix et pareil, tu me donnes ton avis et ton ressenti. Hop. Je remarque qu'on met beaucoup l'inclusion en avant, mais sur le terrain, c'est plus compliqué que ça. Honnêtement, je trouve que la frontière entre inclusion et illusion est très fine. On ne peut pas demander à l'école d'être inclusive sans former les professionnels, sans soutenir les familles et sans sensibiliser les citoyens. En réalité, on affiche de beaux principes ministériels et on finit par laisser les personnes et les structures dans une profonde vulnérabilité. Donc là, on a un avis bien tranché sur l'inclusion. Là, c'est... Bon, tu valides ou tu ne valides pas? L'inclusion, je valide, ça c'est sûr. Et après, je valide aussi le fait que ça demande des moyens, c'est vrai. Et ça demande d'avoir un regard particulier et de se donner les moyens. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir besoin de moyens financiers parfois pour accompagner ça. Et puis parfois, c'est aussi d'accepter que ça va demander des moyens humains et de l'adaptation humaine. Et très ça, important. C'est pas toujours... Des fois, même sans moyens financiers supplémentaires, rien qu'en changeant notre posture, notre regard, on peut aussi déjà aller vers l'autre et inclure nos élèves. Je veux dire, d'accepter que l'élève, par exemple, j'ai des fois des situations de famille où à l'école, ils acceptent pas la tablette parce que ça va déranger. Ça, j'ai vu aussi. C'est pas une question de moyens financiers, tu le vois. C'est juste de regard sur la personne et d'accepter que cet élève, en fait, il peut pas passer par les mêmes moyens que les autres et donc d'être ouvert sur ça. Donc, tu vois, c'est bien sûr, il faut plus de moyens, ça, je n'irai pas bien au contraire. Mais en même temps, il faut aussi accepter que nous, on a peut-être notre part, chacun et chacune à faire dans notre changement et l'évolution de regard qu'on pose sur ces personnes. Donc, c'est un processus, c'est important de le dire, c'est pas quelque chose d'immédiat, l'inclusion, mais surtout, ce que tu disais, sur quoi j'aimerais bien insister, c'est le regard de chacun d'entre nous qui
qui doit changer pour pouvoir faciliter cette inclusion. Donc on a bien compris. Je te remercie Mathilde pour toutes ces informations et tes réponses. On a bien compris que derrière l'acronyme CAA, il n'y a pas que des outils, il y a surtout des histoires, des personnes qui ont des choses à dire et qui ont besoin d'être entendues. Malheureusement, ils ne parleront pas tous, mais ils ont tous quelque chose à dire et la CAA, c'est vraiment leur voix. Donc, comme tu disais, il faut la rendre accessible, il faut la démocratiser, il faut qu'on en parle et j'ai envie de dire, il faut qu'elle soit le plus visible possible. Et surtout, ce n'est pas un plan B. Ça, j'insiste beaucoup. Je te remercie encore une fois vraiment pour ton engagement, pour toutes ces informations et ton expertise. J'ai envie de te laisser le dernier message, un petit rappel des pistes à garder en tête si on veut se lancer dans l'aventure de la CAA. Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, le meilleur moment c'est maintenant. Donc il faut oser essayer et puis se laisser surprendre par ces personnes parce que comme tu le disais, elles ont des choses à dire et alors ça va pas passer toujours par une façon conventionnelle, et ces personnes, elles communiquent de toute façon déjà avec leur corps, mais comment nous, on peut les aider à nous dire ce qu'elles ont dans la tête, en fait. Moi, mon projet avec Jonas, en particulier avec toutes les personnes que je peux accompagner, c'est d'essayer de voir un peu ce qu'on peut leur faire dire qu'elles ont dans la tête et de les connaître un petit peu mieux, quoi. Je te remercie, on va se quitter sur ça, mais tu ne repartiras pas les mains vides. Je t'offre ce petit bouquet de menthe fraîche pour que tu fasses un petit peu infuser tes idées autour d'un thé à la menthe. Je te remercie chaleureusement, je vous remercie vous aussi pour l'écoute et je vous invite à nous suivre si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à déguster sans modération nos épisodes. Au revoir, merci à tous et prenez soin de vous. Jeté à la menthe, le podcast.